Ok, bonsoir. Et donc, vous avez eu la bienvenue du PB. Moi, je vous lance la bienvenue d'Espace Marx, puisque nous organisons ce soir, en collaboration, cette rencontre qui fait suite un peu aux conférences qu'on a organisées début décembre, dans le cadre de nos 14e rencontres sur nouvelle pensée critique, actualité de Marx, dont le thème était à l'époque commun, au pluriel, commune, en référence à l'anniversaire de la commune, et communisme au pluriel. Et donc je vais passer la parole à Bernard Couturier, qui va à la fois se présenter et puis intervenir sur des questions d'actualité en fait. À toi Bernard. Voilà. Donc alors je me présente puisque donc il est devenu coutumier de dire d'où on parle. Donc voilà. Donc je parle en tant que militant multicarte puisque donc je suis militant politique, syndical, associatif de quartier. Voilà, que par ailleurs, du côté de mes options politiques, alors quand j'emploierai le mot politique, je l'emploie non pas dans le terme politicien et puis vie politique quotidienne, mais dans le sens qui est d'ailleurs le sens étymologique, c'est-à-dire la politique, c'est la réflexion sur comment faire société entre nous. C'est ce que disait le philosophe Aristote. L'homme est un animal politique. Bon. Et par ailleurs, du point de vue de mes options politiques idéologiques plus précises, je suis marxiste, mais marxiste non bureaucratique. C'est-à-dire que j'adopte la totalité de l'œuvre de Marx, depuis ses œuvres de jeunesse jusqu'aux œuvres de la maturité, y compris avec toutes les incertitudes, mais aussi toute la créativité qu'il peut y avoir dans l'œuvre en question. Puis dernière chose, du point de vue de ma formation intellectuelle, donc je suis dans la lignée de l'esprit critique universitaire français. Je suis docteur en sciences de l'éducation. Et par ailleurs, ma seule limite, elle tient à ce qui se passe particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire que l'esprit recherche désintéressé de l'université française est sérieusement mis à mal par des recherches de rentabilité. Donc voilà, pour présentation de soi. Alors, je vais adopter, donc c'était annoncé, intersectionnalité, universalisme, déconstruction. À vrai dire, je vais donc construire mon exposé dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que ça sera donc déconstruction, intersectionnalité et universalisme. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Alors, d'abord, sur la déconstruction. Alors, déconstruction, je commence d'emblée, alors y compris ça va nous ramener à la question de l'esprit universitaire d'aujourd'hui. Tous ces termes, déconstruction, intersectionnalité, universalisme, sont l'objet de fantasmes et de polémiques qu'il va falloir balayer si on veut discuter sérieusement. On en a eu un exemple encore récent. Je vous renvoie, si vous suivez ce journal, ce téléjournal de Mediapart. Mediapart vient de faire un article complet sur ce qui pour moi est un scandale intellectuel, c'est-à-dire le colloque organisé par M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui a organisé un colloque sur wokisme, déconstruction, avec, lisez l'article Mediapart, des mots, des expressions qui sont
d'une imbécilité et d'une perversité absolument innommable. Donc voilà, alors je vais essayer de faire autrement et de partir de ce que sont réellement les concepts et les actions. Alors, pour ce qui est de la déconstruction, elle fait partie de ce qui s'appelle la French Theory. Je ne sais pas si vous avez entendu l'expression en question, non. Bon, la French Theory, c'est en principe relativement connu, et c'est un peu une bizarrerie, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'auteurs français qui font partie de cette French Theory. Beaucoup d'auteurs français des années 60, les plus connus, donc Derrida, Michel Foucault, Deleuze, Lévi-Strauss, bon, donc ces auteurs qui étaient très connus il y a quelques dizaines d'années de ça, qui ont disparu de la scène intellectuelle française pour beaucoup, et qui par contre, leur pensée a continué à être étudiée aux États-Unis et nous revient sous cette expression de French Theory. Et la déconstruction est un de ces concepts qui nous revient par l'intermédiaire de cette French Theory. Alors, qu'est-ce que c'est que la déconstruction ? La déconstruction, c'est donc un terme qui a été emprunté et créé par le philosophe Derrida. Allez voir sur Wikipédia, qui est un excellent outil de consultation. Allez voir qui est cet auteur, de quand il date, ce qu'il a pu faire. Et notamment, il a emprunté ce terme de déconstruction, il l'a emprunté à la linguistique. C'est-à-dire que la linguistique, c'est la déconstruction en linguistique, c'est traquer les présupposés et les incohérences dans un texte. Donc c'est une technique littéraire. Alors, en quoi est-ce qu'il l'a transposé ensuite dans le domaine de la philosophie politique en général? Il a créé le concept de différence. Alors différence avec un A, pas avec un E. Alors pourquoi est-ce qu'il emploie ce mot un peu étrange, différence avec un A? C'est parce qu'il veut introduire deux idées sur comment déconstruire, hein, c'est-à-dire comment renouveler l'esprit critique. Et alors, différence, pourquoi? Parce que dans ce terme, il distingue différence en termes de différé, au sens de effet différé. C'est-à-dire que on cherche à comprendre les choses non pas dans l'immédiateté, mais dans leurs conséquences, dans leurs origines. On prend ces distances en quelque sorte, mais ces distances dans le temps par rapport à ce que l'on examine. Et à l'autre sens de différence, qui est différenciation, c'est-à-dire comment ce que l'on examine, en quoi est-ce que c'est différent à la fois de ce qui est passé et différent de ce qui peut être anticipé dans le futur. Donc, vous voyez, c'est essayer de voir les choses d'une manière tout à fait nouvelle, à la fois en les mettant à distance dans le temps, dans l'espace, mais aussi en les mettant à distance par rapport à soi-même. Bon. Alors, quelles sont les principales données de cette déconstruction? Alors, première donnée, premier élément pratique de cette méthode donc, de déconstruction, c'est, alors j'emploie un terme un peu de vocabulaire philosophique un peu technique, c'est une critique de l'unicité du sujet. Bon. Donc je vais vous donner un exemple qui en principe est un petit peu parlant pour vous. Quelque part, c'est une critique du « je pense donc je suis » de Descartes. Tout le monde a plus ou moins entendu cette formule à un moment ou à un autre. Hein. Je pense donc je suis. C'est-à-dire que pour Descartes, sa thèse, qui était révolutionnaire pour l'époque, hein, puisque seul Dieu était omniscient, pour Descartes, c'est le jeu
sa propre réflexion personnelle qui est en mesure de comprendre tout le monde. D'accord ? Alors, c'était progressiste pour l'époque, puisque donc c'était Dieu qui avait le savoir absolu, et il était hors de question d'essayer de se comparer et de s'approcher de Dieu. Par contre, ça a été ensuite déjà critiqué de multiples manières. Je prends juste un exemple qui est une formule poétique que vous connaissez peut-être aussi, assez célèbre, qui est celle du philosophe Rimbaud, qui notamment a eu comme expression « je » avec un J majuscule, « je » est un autre avec un A majuscule, et qui prônait le dérèglement de tous les sens, c'est-à-dire essayer d'être autre que soi pour comprendre toute sa multiplicité. Autre exemple relativement connu, pour Freud, on n'est pas un, on est trois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le moi, le ça, le surmoi, il y a la partie consciente, la partie inconsciente, et les deux qui constituent notre personnalité. Vous voyez, donc c'est dans cet esprit-là qu'il y a critique de l'unité du sujet. L'autre élément critique, et on en arrive à des choses qui se rapprochent un peu plus concrètement de ce que je pense être vos préoccupations qui vous ont amené là ce soir, c'est que cette déconstruction, cette méthode, elle déconstruit toutes les oppositions binaires. La première, et ça va nous amener à l'intersectionnalité, la première, c'est l'opposition homme-femme, d'accord ? La binarité, enfin l'opposition. La binarité, homme-femme, masculin, féminin, d'accord ? Mais c'est également une critique de la binarité adulte-enfant, pour montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un mouvement maintenant avec un anthropologue qui s'appelle Descola, en principe très connu, qui est en train de remettre en cause une distinction assez classique en anthropologie, qui est la distinction entre nature et culture, pour montrer que... Et donc, toutes ces oppositions binaires sont déconstruites pour être comprises d'une toute autre manière. En tenant compte que c'est en quelque sorte une critique de la critique, c'est-à-dire que la déconstruction fait partie d'un mouvement intellectuel qui, y compris, remet en cause les méthodes critiques traditionnelles de la philosophie et de la philosophie politique et des modes de vie en général. Ça va où j'en suis là? C'est bon? Donc tout ça nous amène à un des éléments de cette méthode de déconstruction qui est l'intersectionnalité. Bon. Alors, quel rapport avec la déconstruction? Alors, je vous ai dit que le point de départ, c'était la remise en cause de la binarité de genre entre hommes et femmes, masculin, féminin. Alors, l'origine historique de ce concept, de cette notion d'intersectionnalité, c'est une juriste, alors j'insiste sur le terme, afro-américaine, à la fin des années 80, et qui s'appelle Kimberlé Crenshaw, qui invente ce terme d'intersectionnalité, et qui l'invente sur la base d'une remise en cause du féminisme des années 80, en disant que ce féminisme des années 80 est l'apanage exclusif de femmes blanches, et que cet apanage exclusif
ne permet pas de comprendre et donc ne permet pas de lutter contre la spécificité d'un point de vue féministe, la spécificité des femmes afro-américaines dans ce mouvement féministe général. C'est le point de départ. C'est-à-dire que le fait d'appartenir à la race noire introduit une stigmatisation supplémentaire et que cette stigmatisation complémentaire n'est pas prise en compte par un féminisme animé par des femmes blanches qui elles-mêmes n'arrivent pas à formuler, à comprendre et à faire des propositions pour que les femmes noires puissent assumer pleinement un rôle ou des activités féministes et que les femmes blanches en question n'arrivent pas à comprendre qu'il y a donc cette intersection entre oppression en tant que femme et oppression en tant que noire, et que cette intersection, elle doit être pensée si on veut lever pour toutes les femmes la situation de sujétion particulière dans laquelle elles sont. Donc le point de départ, c'est celui-là, et ensuite cette intersection entre des oppressions qui se combinent les unes avec les autres, s'est appliqué à l'ensemble des discriminations. C'est-à-dire que pour aboutir à des phénomènes, des expressions qui sont traduites maintenant par la racialisation, mais également par d'autres, le croisement et l'intersection d'autres dominations, comme celle de l'homosexualité, et y compris des multiples déclinaisons qu'il peut y avoir issues de l'éclatement du binaire genré entre hommes et femmes. Donc, c'est l'origine de l'intersectionnalité, ces travaux de Kimberley, qui maintenant s'appliquent à toutes les oppressions et toutes les discriminations pour comprendre comment elles se combinent et comment elles se croisent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au point de vue pratique? C'est que ce concept d'intersectionnalité, ce concept est absolument nécessaire dans la mesure où, en particulier dans la vie politique et sociale française, les oppressions ont tendance à être ramenées uniquement à l'oppression qu'il peut y avoir d'une classe, celle des possédants, par rapport à une autre classe qui est celle de ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour pouvoir survivre. Bon. Et donc, cette question d'intersectionnalité, elle est absolument nécessaire pour montrer que cette opposition binaire ne peut pas tout expliquer et ne peut pas permettre toutes les émancipations. Alors je ne reviendrai pas très longuement dans la mesure où la façon dont le marxisme est axé de ne penser les oppressions qu'à travers cette binarité entre possédants et travailleurs, entre bourgeois et prolétaires,
en fait, lorsque l'on examine et l'histoire et les théories marxistes, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il y a déjà, mais sans que ça soit vraiment suffisamment formulé, il y a ces notions d'intersectionnalité qui interviennent déjà. Et en particulier dans les œuvres qui apparaissent dans les œuvres du jeune Marx, alors qui est relativement connu puisque le film qui a été fait il y a combien 4-5 ans de ça, un peu plus, est tout à fait intéressant à aller voir sur quelles étaient les idées et les projets de lui et de son jeune compagnon Engels. Alors, donc cette intersectionnalité, elle se traduit par un autre terme qui est maintenant complètement galvaudé, qui a fait partie là aussi des critiques absurdes qu'il peut y avoir de ces notions d'intersectionnalité, déconstruction et autres. C'est la question. Alors, l'expression elle-même est déjà péjorative de wokisme. Alors, d'où vient cette expression de wokisme? Elle vient de ce qui est un concept qui a toute sa légitimité et qui s'appelle to be awake, c'est-à-dire être éveillé. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre à partir de notre réflexion philosophico-politique contemporaine, y compris de l'histoire de la philosophie politique, c'est donc être éveillé, ça veut dire prendre conscience, avoir une prise de conscience. Bon, ce qui est un phénomène assez classique. Vous avez toutes sortes d'auteurs qui, à certains moments, disent qu'ils ont subitement pris conscience d'un certain phénomène qui leur font voir les choses d'une toute autre manière. Donc être éveillé, c'est prise de conscience, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure en début, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience qui n'est pas uniquement une prise de conscience intellectuelle et intellectualisée, mais c'est une prise de conscience pratique. C'est-à-dire que c'est plutôt... Alors, on est obligé d'employer un terme religieux, c'est une conversion pratique. Bon. Le fait d'être éveillé, et qui est désigné par ce terme stupide de wokisme. Et l'autre terme, alors qui lui a relativement peu employé, comme conséquence de cette intersectionnalité, c'est le terme de cancel culture. Excusez l'accent anglais. Alors, cancel culture, c'est traduit directement en français, traduction littérale, c'est culture de la dénonciation. Alors évidemment, en France, culture de la dénonciation, ça passe mal, ça rappelle des souvenirs peu glorieux, qui d'ailleurs sont évoqués dans les débats politiques de maintenant. Donc, culture de la dénonciation, mais là aussi, il faut comprendre le terme dans l'univers anglo-saxon. Et je crois que ce qui permettrait à la fois d'assez bien résumer qu'est-ce que c'est que le wokisme et qu'est-ce que c'est que la cancel culture, c'est ce qui s'est passé en France aussi avec le phénomène MeToo. C'est-à-dire que à la fois MeToo, ça a été une prise de conscience, mais pas seulement à travers les journaux ou les écrits, mais une prise de conscience pratique, c'est-à-dire que ça a été dit et ça a été fait. Et par ailleurs, culture de la dénonciation,
c'est les trucs du genre balance ton porc, c'est-à-dire que ça ne reste plus maintenant du débat mondain, mais ça se situe, y compris en termes de conséquences pratiques, c'est-à-dire y compris de poursuites judiciaires, d'interrogations, d'enquêtes, et de considérer que les atteintes sexuelles ne font pas partie d'un certain état d'esprit français, mais constituent bel et bien des atteintes aux personnes d'une gravité extrême, et que, incontestablement, avec le phénomène MeToo, c'est une prise de conscience pratique, historique, qui s'est produite et qui est assez illustrative de qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité et comment elle se traduit en pratique et par des changements de mœurs et y compris dans les changements juridiques. Alors, maintenant, je crois que je suis un peu long, mais bon. Alors maintenant, déconstruisons, appliquons à l'intersectionnalité la méthode de déconstruction pour voir quelles peuvent être les limites. Alors, première limite, c'est que donc c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, et aux États-Unis, la construction vécue de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, cette construction, elle se produit de manière très différente de la façon dont elle se produit dans la construction, dans la construction de nos concepts, de nos idées vécues. Je prends juste un exemple parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est que si on prend par exemple la question du droit à l'avortement, le droit à l'avortement s'est construit très différemment en France et aux États-Unis. En France, ça s'est traduit par des mobilisations sociales et un vote au Parlement. Aux États-Unis, les choses se produisent très différemment. C'est-à-dire que les manifestations sociales pèsent peu, enfin, au sens où nous l'entendons. Par contre, il y a un certain nombre de jugements diffus qui se multiplient, qui se combinent et qui aboutissent à ce que le droit à l'avortement a été accordé par des instances judiciaires. C'est-à-dire qu'en France, le social fonctionne par des lois. Aux États-Unis, le social fonctionne par le judiciaire. Et à l'heure actuelle, ce qui serait impensable en France, le droit à l'avortement est remis en cause par une institution judiciaire suprême, qui est la Cour suprême. D'où les enjeux Biden-Trump, Trump s'étant dépêché de faire nommer 3 personnes de son bord à la Cour suprême, dans la mesure où, quelque part, il tient tout le social en ayant une majorité au niveau de la Cour suprême. C'est assez difficile à comprendre pour nous, dans la mesure où il est impensable, sauf comment dirais-je, séisme politique, il est impensable que lorsqu'une loi est votée, cette loi, elle soit abrogée par on ne sait quoi. Ça ne peut être qu'une autre loi qui va abroger le droit en question. D'accord ? Donc, ça se construit très différemment. Deuxième réserve, c'est que à l'intersectionnalité, il y a des intersections. Et ce que font remarquer certains, c'est que il ne peut pas y avoir tout le monde prioritaire aux intersections. Il y a
des priorités de droit ou de fait qui prennent le dessus. Bon. Vous avez en France un phénomène qui s'appelle la diversité managériale, qui reprend à son compte la nécessaire diversité des populations. Ouais, il faut prendre en compte que nous ne sommes pas tous pareils, que chacun son style, ses modes de vie, etc. etc. Se saisissent de ces différences pour mieux faire fonctionner le système concurrentiel marchand. Bon, je vous donne juste un exemple. Regardez les vigiles des supermarchés. C'est pas la diversité, d'accord. Les vigiles des supermarchés sont toujours soit des Arabes ou qui en ont le physique, soit des Noirs, dans la mesure où on sait très bien que c'est avec eux qu'il y aura le moins de problèmes. Et donc, ça fait partie du système de gestion que d'utiliser ces différences pour mieux faire fonctionner un système marchand. Et que vous avez la multiplication des styles de supermarchés qui ensuite s'adaptent et ont comme cible à la fois des catégories sociales, des catégories ethniques, des catégories culturelles, d'où ensuite, par exemple, les débats stupides sur est-ce que les supermarchés, ils doivent vendre de la viande halal ou pas. Vous voyez, donc il y a toute une marchandisation qui récupère cette recherche de diversité à des fins. Bon. Dernière chose, c'est que le risque, c'est que si on multiplie les intersectionnalités dans le but louable d'arriver à cerner chaque personne dans toute la complexité de son identité, multiplier les intersections, c'est aboutir en fait à ce qu'il y ait une individualisation de plus en plus grande et une individualisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que chacun reste seul avec sa propre individualité et sa propre originalité, ce qui est tout à fait légitime, mais qui fait qu'il ne rencontre personne d'autre avec lequel il puisse nouer des liens et des relations sociales. Et alors, le risque, c'est que l'intersectionnalité, au départ, c'est un concept qui a été créé, un concept pratique qui a été créé pour unifier les luttes, pour mieux lutter contre les discriminations et contre les oppressions. Et là, ce concept poussé à son extrême aboutit en fait à des individualisations totales qui fait que on en arrive à des guerres de mémoire, à des guerres d'identité et à une dispersion totale des personnes qui n'arrivent pas à se regrouper. Ce qui fait que par rapport à l'intersectionnalité, je pense que je me suis tourné vers le monde du travail pour tenter de comprendre quelle était la solution. Et donc, je suis allé voir dans les métiers du bâtiment qu'est-ce qu'il disait à propos de déconstruction. Et j'y ai trouvé, alors ça existe dans les métiers du bâtiment, et donc je vous lis la définition. La déconstruction désigne, par rapport à la démolition, une destruction sélective et réfléchie d'éléments bâtis en vue d'en recycler ou réutiliser tout ou partie des matériaux. Je pense que cette conception de la déconstruction devrait nous éclairer sur la façon dont il faut procéder pour déconstruire ce qui est tout à fait logique et nécessaire. Alors, j'en finis avec le troisième élément qui est l'universalisme. Ça forme un triptyque, tout ça.
c'est que au niveau alors je vais aller peut-être un petit peu plus vite, au niveau de l'universalisme, ça fait partie aussi des thèmes qui sont, à juste titre, l'objet de déconstruction. Alors, juste pour aller vite, le terme universalisme, il faut comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que l'universalisme, c'est pas l'uniformité, c'est pas tout le monde pareil dans le monde entier. Alors allez voir si vous avez le temps, le loisir et le goût de revenir là-dessus. L'universalisme, ça ne vient pas du mot univers, ça vient de l'expression universaux. Les universaux, dans la philosophie du Moyen-Âge, c'était rechercher ce qu'on appellerait maintenant les concepts et les idées qui s'imposent à tous si on veut comprendre le monde, d'accord. Et c'est en ce sens-là que un des universalismes qui est plus particulièrement visé, c'est celui de la Révolution française et de sa déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord. Là aussi, les critiques sont tout à fait justifiées de cette déclaration universelle des droits de l'homme. D'abord, ça la fout mal quand même. Les premiers à déclarer la déclaration universelle des droits de l'homme, des citoyens, mais c'est les mêmes pays qui accordent le droit de vote aux femmes en 1945 quand même, le plus tardivement de tous les pays développés. Donc ça l'affiche mal. Que par ailleurs, au niveau du triptyque liberté, égalité, fraternité, à nouveau on revoit à la masculinité qui revient. Et donc vous avez la philosophe féministe Geneviève Fraisse qui préconisait d'ailleurs de remplacer liberté, égalité par solidarité, d'accord, qui permettrait de mieux, là aussi, comprendre la diversité des fraternités, c'est-à-dire à la fois la sororité, mais aussi le fait d'être d'une manière générale respectueux des identités des autres. Bon, le troisième élément qui est visé, c'est la laïcité. Laïcité qui est visée, laïcité à la française, on va dire, il n'y a guère que celle-là. Laïcité à la française qui, en effet, doit être critiquée si elle considère que tout doit être assujetti au droit et à la politique, et qu'il n'y a aucun compte à tenir ni des distinctions sexuelles, ni des distinctions culturelles, ni des distinctions de religion, ni même de l'existence de la religion. Bon, donc il était nécessaire de voir que cette déclaration universelle des droits de l'homme, d'ailleurs on a tendance à dire plutôt maintenant des droits humains, cette déclaration universelle des droits de l'homme doit être revisitée et retoilettée en fonction des sociétés de maintenant, qui ne sont plus des sociétés post-féodales et qui doivent rompre avec les inégalités seigneurs-serfs de l'ancien régime. Bon. Maintenant, juste une petite limite à propos de la société, de faire société et de la question, par exemple, de tenir compte de la religion dans les rapports sociaux. Juste pour revenir à un événement extrêmement grave et assez traumatisant du dernier semestre de 2021,
avec la pédophilie qui a été révélée 50 ans après, au moins, au niveau de l'Église, avec 300 000, au minimum 300 000 victimes. Il ne faut pas se leurrer, le point de départ, et on est sûr que ça se serait passé autrement, si il y a maintenant 60 ans de ça, il n'y avait pas eu toute liberté laissée au nom de la liberté religieuse, toute liberté laissée à l'enseignement privé, religieux. Ce qui s'est passé, c'est que toutes ces institutions éducatives ont été privées de tout contrôle politique. Et donc, ça ne se serait pas produit de la manière dont ça s'est produit s'il y avait eu monopole de l'enseignement par la société civile, et non pas rétrocession de cette capacité à l'enseignement religieux. La religion ne doit pas être mêlée à la politique. Ce sont deux sphères qui ne doivent pas empiéter l'une sur l'autre. Alors, donc, au niveau de l'universalisme, ça signifie que cet universalisme, c'est un universalisme non pas de contrainte et d'uniformité, mais c'est un universalisme de droit. Bon. Alors, il y aurait sans doute encore autre chose sur lequel il faudrait revenir, parce que, à propos des droits, dans la mesure où je suis allé voir sur les conseils de ma belle-fille qui est irlandaise, je suis allé voir l'Encyclopédia Britannica, qui parle donc de ces sujets, de comment faire société, comment les sociétés se construisent, etc., et qui dit que les sociétés se construisent sur des droits et des devoirs. Ça vous rappellera peut-être quelque chose à propos d'un discours de Nouvel An, et le fait que c'est en débat de savoir si l'universalisme, c'est l'universalisme des droits ou si c'est l'universalisme des droits et des devoirs. Mais c'est encore une autre question sur laquelle il faudrait peut-être revenir. Et alors, je vais finir là-dessus. Constamment est revenu dans les discussions, dans mon exposé, la politique au sens de faire société. Et là, à peu près tout le monde reconnaît que il y a sur les penseurs qui ont tenté de penser comment faire société en rupture avec les sociétés inégalitaires issues de la féodalité, il n'y a que deux auteurs. Alors Locke, il y aurait Locke, mais qui est relativement mineur, Locke, auteur anglais, mais surtout il y a Hobbes et Rousseau. Ces deux auteurs développent deux points de vue assez radicalement différents, mais qui ont leur logique. Le premier, la logique de Rousseau, qui est plus ou moins connue, puisqu'elle a inspiré justement la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le pervertit. Et donc, pour qu'il redevienne bon, mais ce qu'il ne pourra jamais faire, puisqu'on ne reviendra jamais à l'état de nature, on continue à rester dans notre société, il faut une société qui empêche
qui s'oppose, y compris par la violence, qui s'oppose aux inégalités et qui distribue les mêmes droits à tous, et on dirait maintenant à tous et à toutes. Bon. Alors par contre, Hobbes a un point de vue différent. Pour Hobbes, l'homme est fondamentalement mauvais. Sa formule est assez connue. L'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que tous les individus sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, la seule manière de faire société, c'est de se doter d'un système, d'une certaine manière démocratique, où tous et toutes s'entendent pour déléguer leur capacité, pour déléguer leur pouvoir de décision à un souverain suprême. Alors souverain, pas au sens féodal du terme, hein. C'est au sens contemporain lorsque on parle d'un État souverain, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Et donc, il faut déléguer le pouvoir à un souverain, et ce souverain, il est là pour garantir que les affrontements n'aient pas lieu pour le bien-être et le progrès de tous. Bon. Ces deux conceptions, alors on en vient ensuite à des choix personnels, mais ces deux conceptions aboutissent à des projets de société entièrement différents, et c'est là qu'on voit comment l'intersectionnalité peut être impliquée là-dedans, c'est-à-dire que ou bien c'est un système où les droits sont égaux pour tous et toutes, ou bien il y a des rivalités entre groupes, entre individus, et donc il faut qu'il y ait un souverain au-dessus de tout ça qui empêche, au nom de la raison, qui empêche les affrontements entre des groupes qui s'affrontent les uns les autres. Et vous voyez que, pour moi, ce système peut amener à des systèmes autoritaires, voilà, et anti-républicains. Donc voilà, j'ai fini.